N'oublions pas néanmoins que jusqu'à la nuit des temps et jusqu'à ce que la direction de TF1 nous accorde encore sa confiance, sans aucun doute reste et restera bien sûr l'émission qui répond à toutes vos questions sur la vie de tous les jours. Un sommaire très bien fait dans quelques instants va vous expliquer tout ça. Et puis dans quelques secondes, un témoignage bouleversant sur ce qui sera notre grand thème de la soirée, les sauvetages et vos imprudences, nos imprudences lorsqu'on est à la mer ou à la montagne. Bonne soirée. Ce soir, les secours. Chaque année, des milliers de personnes leur doivent la vie. Comment sont-ils organisés? Combien ça coûte? Que faire pour être bien assuré? Et des conseils de survie. T'as mal à l'épaule en fait, plutôt qu'au bras. Ils sont directs ou indirects, les impôts. Nous verrons tout ce que nous payons à l'État en une journée sans le savoir. L'administration fiscale fait-elle des erreurs? Les conseils pour légalement moins payer et toutes vos questions au standard. Les phobies, 70% des Français en souffrent. Pourquoi a-t-on peur? Faut-il se soigner? Comment? Pour sans aucun doute des témoignages et les conseils de spécialistes. J'ai l'impression que j'allais me noyer, même sous une douche, quoi. Les vrais faux de Marie Lecoq, comme toujours en images. Maître Didier Bergès, incollable sur les huissiers. Pascal Selem en chauffard des neiges. Et les malheurs de Sophie Favier. D'ores et déjà, notre standard est ouvert. Vous pouvez poser toutes vos questions sur les différents thèmes au 49 99 20 20 où Christophe vous attend. Vous nous appelez tout de suite. J'aimerais vous présenter notre première invitée, Louise Longo. Bonsoir. Bonsoir Louise. Louise, le 30 septembre 1994, vous décidez de partir avec Bernard, votre ex-mari, et Gaëla, votre petite fille de 6 ans, pour un long périple en bateau qui devait vous mener de Rochefort en Espagne. Dans la nuit du 5 octobre, des vagues importantes se manifestent, c'est le début de la tempête. Votre mari prend la barre, votre ex-mari prend la barre durant quelques temps. Il est épuisé, il décide d'aller se coucher. Vous prenez vous-même la barre et là le bateau se couche. Quelques heures après, vous mesurez l'étendue des dégâts, le bateau est couché, votre mari panique un petit peu, décide de sortir le bateau de survie qui se trouve sur tous les bateaux, c'est obligatoire, et vous demande de monter, vous et votre petite fille, dans ce bateau de survie. Vous ne voulez pas, parce que ça ne se fait pas quand on est un bon marin, mais finalement vous le faites. Et puis au bout du compte, vous vous retrouvez sur un petit bateau gonflable de survie, en plein océan et en pleine tempête. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce bateau de survie? Tout d'abord, il n'y avait pas beaucoup de choses. On n'avait pas de ligne de pêche, on n'avait pas beaucoup d'eau, pas de miroir, et aucun moyen de se faire localiser par une balise de détresse. À partir du 11 octobre, votre mari, un petit peu avant même, commence à délirer. Il est au bord de l'épuisement, il a pris un coup lorsque le bateau a chaviré. Et là, c'est le drame. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous apercevez de cette catastrophe? D'abord, c'est très très dur parce qu'on espère toujours que ça ira mieux. Et puis finalement, comme je me suis aperçue que c'était terminé, j'ai beaucoup prié. Donc j'ai gardé Bernard 3 jours dans le radeau. Malheureusement, il a fallu passer à une autre action. Vous avez gardé votre mari décédé à l'intérieur de la petite embarcation avec votre fille? Parce que j'étais persuadée qu'on aurait des secours. Malheureusement, le 3e jour, je me suis aperçue que le corps n'était plus pareil. Donc j'en ai parlé longuement à Gaëla. Elle comprenait bien, oui, bien sûr. Elle comprenait bien. On a énormément discuté à savoir ce qu'il fallait faire. Et finalement, j'ai pris la décision. Ça m'a pris quand même toute une après-midi. Pour mettre le corps à l'eau? Oui, je n'avais pas le choix. Je n'avais vraiment pas le choix, d'abord pour pas que Gaëla voie son père dans un état comme ça. Et puis vous avez toujours ce petit truc qui vous dit peut-être que enfin les secours vont arriver. Et en fait non, ça n'était que le début puisqu'on m'a récupéré que le 20 octobre. Comment faites-vous mentalement? Vous êtes au milieu de l'océan, c'est la tempête, vous êtes avec votre petite fille de 6 ans, votre mari est décédé, il est là, vous êtes dans 2 mètres carrés, même pas. Comment mentalement vous tenez le coup, vous ne devenez pas folle? D'abord, j'ai toujours essayé d'avoir un esprit très, très sain pour ma fille. Je n'ai jamais voulu paniquer, je n'ai jamais voulu pleurer. Je voulais qu'elle voie que j'étais forte, en quelque sorte. Et du jour où Bernard n'était plus là, on s'est réorganisé. C'est-à-dire que autant on ne parlait pas de la faim, autant on a commencé à parler de la nourriture. Et on s'est aperçu qu'en parlant de la nourriture, même si on n'avait rien à manger, ça commençait à aller un petit peu mieux psychologiquement. Et ensuite on a chanté, on a fait des tas de choses, mais en fait j'ai tenu pour ma fille. Je crois que j'avais fait mon calcul, je pouvais tenir 3 semaines. Et elle a très très bien tenu en plus. Le 20 octobre, vous apercevez un cargo.
Vous pensez être sauvé, ce cargo s'approche, effectivement. Un plongeur descend du cargo, vient sur votre petite embarcation. Là, il essaie de tenter 2-3 choses, ça ne marche pas, et il remonte dans le cargo et le cargo s'en va. Ouais. Alors c'est très dur. Ça, c'est très dur parce que je me suis toujours posé la question comment lui a réussi à remonter dans le cargo, puisque le radeau s'était renversé en quelque sorte et on était dans le radeau avec ma fille, donc dans l'eau, avec juste ça pour respirer, c'est-à-dire que notre tête était comme ça et il nous a rien dit. Il n'a pas dit je monte ou quoi que ce soit. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite eu cette réaction de renverser le radeau. Donc le radeau a été de nouveau d'aplomb, mais on avait tout perdu. Absolument tout, il n'y avait plus rien et on avait de l'eau. Ça fait plus de 15 jours que vous êtes sur cette embarcation, sans boire, sans manger, en luttant contre les éléments. Le cargo s'éloigne et là la petite Gaëla craque. Oui, c'est-à-dire que autant on a tout fait pour tenir, autant au bout puisque ça commençait pratiquement à 8h30 le matin, ça durait jusqu'à 1h ou 2h de l'après-midi, donc c'est très très long en mer. Ça veut dire que plusieurs fois je suis allée vers le cargo pour essayer de manifester que j'étais toujours là, j'étais toujours vivante. Plusieurs fois le cargo est revenu, mais à aucun moment il n'y a eu un message disant on ne peut pas vous secourir ou un hélicoptère arrive. Et c'est ce que je regrette, parce que peut-être que ça aurait changé des choses. Donc vous avez connu 2 fois l'horreur, car après votre ex-mari, c'est votre petite fille qui est décédée dans cette embarcation, que vous avez mis à l'eau également. Oui, j'avais pas le choix. Parce que tout de suite après, je ne pensais qu'une chose, c'était me suicider. Et j'ai pensé à ma mère, c'était la seule chose qui me raccrochait en quelque sorte. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je suis très croyante, je ne suis pas du tout pratiquante. Je me dis, vraiment, c'est horrible. On n'est pas obligé de vivre des horreurs comme ça jusqu'au bout. Et finalement, j'ai vu un avion militaire qui a été passé au-dessus de moi. J'étais tellement furieuse que je l'ai injurié. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour montrer vraiment que j'étais mauvaise parce qu'ils arrivaient trop tard. L'hélicoptère est arrivé, mais en fait, au moment où l'hélicoptère arrivait, je m'apprêtais à me suicider. Donc maintenant, ma vie est vraiment tient à un fil. Maintenant, j'ai choisi de vivre, j'ai choisi de me battre. Vous le dites à la fin de votre livre. Pour d'autres choses. Il y a une très belle phrase que je vais me permettre de citer si je la retrouve à temps. Vivre, c'est la seule chose qui compte tant qu'on n'est pas mort. C'est l'instinct de survie qui fait que vous êtes là ce soir. Vous n'aviez pas des fusées? Si, on a eu des fusées de détresse, on a eu des fumigènes. Malheureusement, on n'en a pas énormément. Donc on ne peut pas en tirer à volonté. Louise, ce soir, nous allons parler avec nos amis téléspectateurs et nos invités d'imprudence. À la montagne ou à la mer. Partir avec une gamine sur une embarcation que nos amis téléspectateurs ont vue sur leur écran de télévision pour une aussi longue traversée, c'était pas de la folie, une imprudence? Non, non, parce que Gaëla d'abord a été conçue sur l'eau, elle a navigué à partir de San Francisco jusqu'au Mexique, donc elle connaissait le bateau. Et en plus, il y a énormément de gens qui voyagent avec des enfants, donc ça ne pose aucun problème. Là, malheureusement, on n'a pas eu de chance. Je crois que je dois être unique dans les annales des récits de ce genre. Alors Louis, ce soir, il y aura 2 parties. Il y aura les victimes d'un côté et les sauveteurs de l'autre. J'aimerais que nous accueillions ensemble René Romé qui va venir s'installer à côté de nous. Venez, René. Vous avez raison de m'applaudir, René Romé, parce que René Romé était pilote d'hélico adjoint au commandant de la sécurité civile d'Annecy, où il a effectué, écoutez bien, plus de 1800 secours et sauvé la vie à plus de 2500 personnes. Et ce, il faut bien le préciser, dans l'anonymat le plus total. René Romé, il y a chaque année en montagne, puisque c'est votre spécialité, beaucoup de morts. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a imprudence et donc, sans donner un pourcentage précis, combien pourrait-on, sans imprudence, éviter de perte de vie chaque année? Enfin, imprudence, il y a des imprudences, mais il y a aussi le secours est devenu, la montagne est devenue tellement médiatisée que les alpinistes s'engagent maintenant dans des courses parce qu'ils savent qu'il y a des sauveteurs, il y a des moyens radio, il y a des hélicoptères pour les secourir. Il y a 30 ans, lorsqu'il n'y avait pas d'hélicoptère, lorsqu'un alpiniste s'engageait dans une paroi, il savait qu'il prenait des risques, mais qu'il ne faisait pas prendre des risques aux autres. Alors René Romé et Louise, nous parlerons également argent ce soir. Le coût du sauvetage, vous allez maintenant voir un reportage. Quand on va chercher quelqu'un dans une crevasse, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut un hélicoptère.
Qui supporte ces coûts? Doit-on prendre une assurance? Autant de questions que nous nous poserons tout à l'heure. En attendant, le reportage de Bruno Evenot, les sauvetages en montagne. Regardez bien, dans ce cercle rouge, un skieur hors piste. Dans quelques secondes, il va payer très cher son imprudence. Le skieur parvient tout d'abord à s'échapper, mais déjà plus haut, regardez, une autre plaque se détache. Chaque année en France, une dizaine de skieurs est emportés par des avalanches. Des accidents spectaculaires, mais heureusement assez rares. En hiver, les secouristes et les pilotes du PGHM de Chamonix interviennent surtout sur les pistes. Ici, ils portent secours à une jeune skieuse blessée en compétition. Temps écoulé entre la chute et l'arrivée de l'hélicoptère, 3 quarts d'heure. C'est très dit pour le dos, pour pas que ça bouge. Un médecin ici en rouge donne les premiers soins et s'assure de l'absence de liaison cervicale ou de traumatisme crânien. T'as mal ailleurs ou pas là? Au cou. Dans les mains. Il faut soulager la douleur et surtout rassurer le blessé. Dans 20 minutes, cette jeune skieuse sera prise en charge à l'hôpital. Les évacuations se font sur l'hôpital de Chamonix et pour les cas les plus graves sur Annecy ou Genève. À plus de 10 000 francs lors de vol, l'intervention d'un hélicoptère peut paraître démesurée. Seulement voilà, en montagne, une blessure sans gravité apparente peut rapidement avoir des conséquences catastrophiques. L'hélicoptère, c'est le moyen indispensable pour se rendre sur les lieux, tout simplement pour extraire la victime, qui au départ peut avoir une blessure bénigne, mais si on ne va pas la chercher avec les moyens appropriés, avec le froid, le traumatisme, ça peut s'aggraver et déboucher, pourquoi pas, sur la mort de la personne. Le massif du Mont Blanc est de très loin le plus fréquenté du monde. Chaque jour, en été, près de 12 000 touristes, plus ou moins expérimentés, le prennent d'assaut et tentent d'approcher ou d'apercevoir le toit de l'Europe, par tous les moyens. La montagne s'est démocratisée, mais en 5 ans, le nombre d'accidents a plus que doublé. Les grosses journées, c'est surtout l'été. Alors l'été, on peut être amené à faire 10 à 12 sorties par jour. J'ai entendu crac, crac, craquer. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez bouger la jambe. L'équipement des randonneurs laisse rêveur. Et après 11 mois de bureau et de vie sédentaire, la montagne ne leur fait pas de cadeau. Ça fait crac. Ça fait crac. Vous avez quel âge? Au bout. Vous me dites si je vous fais mal, hein? Bien sûr, les accidents les plus graves surviennent en haute montagne. Aucun montagnard confirmé, aucun alpiniste n'est à l'abri d'un coup de fatigue ou d'une mauvaise chute. En été, les variations de température font éclater la roche. Les chutes de pierre sont particulièrement dangereuses pour les alpinistes. Ce corps sans vie, c'est celui d'un jeune garçon hollandais. Il s'était aventuré seul au-dessus de 3000 mètres. Prévenu par radio, l'hélicoptère s'approche d'un couple d'alpinistes accidentés. Cette jeune femme a juste la force de faire signe au pilote avant de s'écrouler dans un coma profond. À ses côtés, son compagnon gît sans vie. Heurté par une pierre, le couple d'alpinistes a dévissé sur plus de 600 mètres. L'hôpital de Chamonix est mis en alerte. La jeune femme est évacuée en un temps record. Souffrant d'un traumatisme crânien, elle décède lors de son transport à l'hôpital. Nous parlerons dans quelques instants donc de sauvetage plus en profondeur. Nous parlerons également d'argent. Il faut en parler. Combien coûte ce genre d'intervention? René Romé, nous vous avons vu dans cet hélicoptère. La question que j'ai envie de vous poser, c'est en allant sauver des vies, parce que les gens ont quand même peut-être commis des imprudences, on l'a vu dans ce reportage, est-ce que vous-même vous mettez votre vie en danger? On met parfois... Il est très difficile de ne pas se mettre en danger. Lorsqu'on est appelé pour une mission de secours, on entend des signaux à 4000 mètres, on nous prévient, on ne sait pas si c'est grave ou pas grave, on y va. Et lorsqu'on aperçoit l'accidenté pendu dans la paroi, même si la paroi est un peu raide, on fait le maximum. On ne pense plus aux notes administratives, on ne pense plus, on y va, parce qu'on prend, bien sûr qu'on est conscient, mais il est certain qu'on prend des risques pour aller secourir. On ne peut pas abandonner
une victime dans la montagne, on prend des risques. Donc parlons de tout ça avec nos autres thèmes dans quelques instants. Un petit coup d'œil sur le livre donc, de Louise Longo, Elle dort dans la mer. Il s'agit de la petite Gaëla, bien sûr. Voilà, vous pouvez vous procurer cette histoire que Louise raconte dans tous ses détails. On se retrouve dans quelques instants. On parlera bien sûr, on répondra à vos questions au 49 99 20 20. Christophe, ça doit bien commencer? Oui, j'ai beaucoup de questions, Julien, sur l'imprudence des gens, bien sûr, et sur les secours. Comme celle-ci, par exemple. Est-ce que le délit d'imprudence existe? Ou alors est-ce que les secouristes peuvent refuser de porter secours à quelqu'un dont la situation est vraiment jugée comme trop dangereuse? Sans aucun doute ne fait que commencer. Nous répondons à ces questions dans quelques instants avec nos autres thèmes. Regardez, tout est expliqué. A tout de suite. Les infos, après la pub, tout ce qu'on paye à l'État sans le savoir. Comment se défendre des excès de l'administration fiscale, les conseils de spécialistes et vos questions au standard. Avion, vide, oiseau, nous avons tous peur de quelque chose. Que faire dans les cas extrêmes? Dans Sans aucun doute, les conseils d'un médecin et des témoignages. C'est vraiment une peur panique. Maître Didier Bergès, incollable sur les huissiers. Pascal Selem et sa caméra cachée en haute montagne. Ah bah alors quand on sait pas skier, on ne tamponne pas les gens. Nettoyer tout ça vite et bien, rien de plus facile. Voici le nouveau Cif-Gel avec Javel. Un nouveau gel liquide pour enlever sans effort la saleté tenace et de la Javel pour une hygiène parfaite. Avec Cif-Gel avec Javel, c'est impeccable partout. Toute votre maison est lumineuse et respire la propreté. Cif-Gel avec Javel pour une propreté et une hygiène parfaite. C'est ça la puissance Cif. Les poils Tefal sont testés dans les conditions les plus dures. Vous pouvez éventuellement y faire cuire des côtelettes. Tefal, tu penses à tout. Pour ses 40 ans, Tefal vous offre 40 francs sur l'achat de 2 poils. RTL2 présente Sandra, tous ses tubes. Sandra Best of, ses 18 plus grands succès. Best of Sandra, 18 titres, 18 tubes. Vous pensez que toutes les essences se valent, mais êtes-vous déjà allé dans un moteur? Là, vous comprendriez pourquoi chez Elf, on se bat pour la qualité avec Octane d'Elf, l'essence sans plomb qui décrasse, là où certaines autres encrassent. Tout Elf est pour vous. Master Série, la collection des plus grands noms de la chanson. Master Série, 80 artistes en version originale. Master Série, la collection de référence chez tous les disquaires pendant la fête du disque. De nous dans le journal. Hein? Charmant 3 pièces, idéal pour jeune couple. Oui. C'est nous ça, non? Bah oui. Et ils donnent aussi la recette des coquillettes? Parce que on risque d'en manger longtemps pour rembourser. Et puis, tu sais de quoi demain sera fait, toi? Mais oui, le prêt à 0% du ministère du Logement et les prêts malins du Crédit Agricole. On les appelle. Allô, les prêts malins du Crédit Agricole? Je vous passe ma femme. Pour acheter malin, n'attendez pas demain. Voilà. Pour sauver des enfants, rapportez vos médicaments non utilisés et les emballages à votre pharmacien. Cyclamède, le réflexe. Avec le concours de Téléstar. Qu'est-ce qu'il a le kiki? Ah, il est pas commode. Ah bah regarde ça. Veux-tu, non mais veux-tu ou pas? Non mais... Il est teigneux, il est teigneux. La Gaffe, Sacha Distel et toutes les grosses têtes de Philippe Bouvard vous donnent rendez-vous samedi à 20h45 sur TF1.
Sans aucun doute, la deuxième partie, nous parlons, je vous le rappelle depuis le début de cette émission, des sauvetages en mer, en montagne, de nos imprudences et du coût de ces sauvetages d'ici quelques secondes. J'aimerais d'abord que l'on essaie de faire un petit peu, non pas l'étendue des dégâts, mais que vous essayiez de bien comprendre qu'on commet des imprudences lorsqu'on est à la montagne ou à la mer. Et j'aimerais m'adresser à nos deux invités, le capitaine Henri Portet, commandant du PGHM de Grenoble, et René Romé, des exemples d'imprudence que vous avez vus durant votre carrière. Écoutez, bon, je crois qu'on a tous en esprit le cliché, mais qui en fait est une réalité de gens qui se promènent en montagne, en haute montagne ou sur des glaciers en basket. Ça, c'est quelque chose à bannir absolument. Ou également des personnes qui pratiquent la haute montagne en n'ayant pas un équipement suffisant, notamment au niveau des vêtements, ce qui conduit, quand les conditions météo changent rapidement, à poser d'énormes problèmes. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'imprudence, à mon sens, naît de l'inexpérience. C'est-à-dire la méconnaissance de soi et la méconnaissance de la montagne. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire en sorte que les gens se connaissent mieux, c'est-à-dire qu'ils ne se surestiment pas leurs capacités, et surtout qu'ils connaissent mieux la montagne et les dangers auxquels ils vont être confrontés. René Romé, en hélicoptère, vous avez vu des choses invraisemblables également? Oui, souvent, beaucoup d'imprudence, notamment une histoire de secours qui nous est restée quand même assez gravée. C'est une femme qui avait accouché depuis un mois. Son mari était médecin et ils se trouvaient donc tous les deux à Chamonix. Elle s'est engagée dans une course, elle a fait une course des Cosmiques, c'est un couloir assez difficile quand même et à 3800 mètres après avoir accouché au bout d'un mois. Donc cette femme s'est perdue, elle est décédée ainsi que son ami. Donc moi, ça c'est des imprudences flagrantes pour nous. On va donner la parole quelques secondes à Christian Brincourt, que vous connaissez bien sûr, rédacteur en chef à TF1, spécialiste sur ce sujet. Vous avez fait 2 fois l'Himalaya dont l'Everest. Christian, c'est à croire que la prévention ne sert à rien. Moi, chaque année, j'entends parler de prévention et chaque année, il y a de plus en plus de morts. C'est vrai, on peut se poser la question. Moi, ça fait exactement 33 ans que je fais des reportages sur les sauvetages en montagne. Je précise qu'on a vu dans notre reportage des extraits de reportages. Oui, La vie au bout des pales, ce couple qui avait dévissé dans le couloir des cristaux, cette jeune femme qui tombe dans le coma auprès de son compagnon mort. Là, vraiment, nous avions filmé, c'était Gérard Bernard, qui est le patron de la caméra à TF1 aujourd'hui, qui avait réalisé ces images très saisissantes. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'était un couple qui s'était engagé sans guide. C'est très important, parce que je crois qu'il faudra parler aussi de la présence des guides. Et notre ami capitaine va certainement le souligner, puisqu'il vit dans la région. Qui s'était engagé sans guide et qui... trop tard dans la matinée, c'est-à-dire la neige s'était transformée, une plaque avant, c'est-à-dire que c'est exactement comme si on tire un tapis sous les pieds, on glisse, on part et on tombe et on fait une chute de 700 mètres. C'est exactement, le guide bien entendu partira beaucoup plus tôt parce que la neige n'est pas molle, si vous voulez, ne s'est pas encore transformée, et au lieu de partir du refuge à 8h du matin, le guide va réveiller ses clients à 2h du matin. Voilà le travail d'un guide. Et ce couple est mort par imprudence. Car cette jeune femme a pourtant eu devant elle toute la chaîne des secours. C'était René qui est à côté de vous, qui était pilote dans l'hélico rouge que vous avez vu. J'étais à ses côtés, nous avons filmé cette scène tout à fait étonnante. Mais il y avait aussi les gendarmes, il y avait aussi les guides de Chamonix. Et puis en bas dans la vallée, il y avait toute l'infrastructure hospitalière qui attendait. Ils ont tout tenté pour sauver cette femme qui est morte 3 heures plus tard. Simplement, on va répondre aux questions des téléspectateurs avec Christophe. Combien coûte un guide? Écoutez, le guide... Pour une balade d'une journée? Ça dépend de la difficulté de la course, de la longueur de la course, de l'engagement, mais je voudrais reprendre effectivement ce qu'a dit Christian Brincourt. Vous voulez pas nous donner une fourchette de prix? Ça coûte entre 1500 francs et 4000 francs ou plus, selon la difficulté de la course. C'est peut-être pour ça que les gens se disent on va essayer de se passer. Il faut savoir que les gens qui pratiquent la montagne peuvent se grouper et donc bénéficier donc, à ce titre de tarifs préférentiels. Mais je crois qu'on n'insistera jamais assez sur la nécessité d'utiliser des guides ou des professionnels en montagne. Pour l'hiver, ce sont des moniteurs de ski. Donc, premier point, ne pas croire qu'on est capable de tout faire et toujours remettre en cause. Et qui vont permettre de combattre cette inexpérience dont je parlais tout à l'heure et d'éviter de prendre des risques inconsidérés. Capitaine Henri Portet, les téléspectateurs ont la parole dans cette émission. Première question, Christophe, que vous nous avez posée tout à l'heure. Oui, je vous la repose donc. Le délit d'imprudence, Julien, existe-t-il? Qui répond? Allez-y. Le délit d'imprudence n'existe pas en tant que tel. Simplement, l'imprudence en soi est un facteur aggravant de certaines infractions. Par exemple, quand il y a un homicide involontaire, c'est-à-dire que quelqu'un est tué involontairement en montagne, s'il est prouvé que la personne qui en est la cause a commis une imprudence, une négligence ou une maladresse,
elle sera donc poursuivie. Mais en tant que telle, ce n'est pas une infraction. On enchaîne sur une deuxième question. Oui, Julien, les secouristes peuvent-ils refuser de porter secours à quelqu'un dont la situation est jugée trop dangereuse? Moi, je réponds en tant que pilote hélicoptère. Si les conditions météo sont vraiment défavorables, de tempête de neige, brouillard ou des vents supérieurs à 150 km/h qui peuvent mettre à la vie du pilote, du mécano, des sauveteurs, qu'ils soient gendarmes, CRS, pompiers ou médecins, il est certain qu'on attend, on ne part pas comme ça, comme des fous, on attend. Troisième question, Christophe. Oui, la gendarmerie ou la sécurité civile, Julien, sont-elles remboursées après une intervention? Alors, ça, c'est le problème de l'argent, bien évidemment. Je vais vous demander quelques instants avant d'y répondre, parce qu'on a préparé un sujet là-dessus. On y revient dans quelques instants, que ce téléspectateur ne soit pas impatient. Louise Longo, on a parlé d'équipement il y a quelques instants. Vous n'étiez pas vraiment bien équipé pour cette traversée? Équipé dans le bateau, oui, mais dans le radeau, non. Non. Et dans le bateau, vous n'aviez pas une balise satellite? Non. Il aurait fallu peut-être. C'est obligatoire à votre avis? Non, c'est pas obligatoire. Donc le radeau n'était pas équipé? Non. Bien. Effectivement, c'est une des raisons qui explique cette catastrophe. Bonjour monsieur, vous êtes Yann Choty, président du Centre d'études et de pratique de la survie. Alors, on ne va pas prendre cas par cas. Vous vous occupez donc d'entraîner des gens à des conditions extrêmes, donc des conditions de survie, comme aurait pu le faire Louise Longo. J'aimerais savoir ce que vous leur expliquez pour tenir dans la tête, puisque c'est quoi? C'est 70, 80%? Oui, on dit que la survie, c'est 85% la tête. Hein. Alors, nous, ce qu'on leur explique, c'est comment leur tête réagit. Et on leur dit qu'il y a des gens qui ont survécu pour un certain nombre de raisons. En particulier parce qu'ils avaient une motivation, parce qu'ils avaient une vision positive de leur avenir, parce qu'ils ont calculé leurs risques, parce qu'ils ont analysé les problèmes, parce qu'ils ont une pensée non conventionnelle, donc c'est toute la capacité d'invention, le système D, comme on dit en France, et parce qu'ils ont pris leur temps. Si on se précipite, sauf si le toit vous tombe sur la tête, généralement on a le temps. Sauf dans des traumatismes graves, comme on a vu tout à l'heure. Donc, la psychologie, gérer ses émotions, connaître sa façon de réagir, augmenter le niveau de résistance au stress par l'entraînement permet d'être plus efficace. D'accord, monsieur Choty, on reviendra là-dessus dans quelques instants. On va donc parler d'argent maintenant, car il faut bien le savoir, l'intervention d'un hélicoptère coûte très cher. Bruno Evenou, maintenant, vous explique en gros combien coûte l'intervention de secours quand il s'agit de sauver des vies humaines. Les secours en France, c'est l'affaire des gendarmes, des CRS et de la sécurité civile présents sur tout le territoire. Chaque année, plus de 10 000 personnes sont secourues. 200 trouvent la mort en montagne, 1000 meurent par noyade. Il n'existe pas de statistiques précises sur le coût des secours. Mais une assistance héliportée coûte de 9 000 à 25 000 francs de l'heure. Coût total, 150 millions de francs par an. Un exemple, le 23 août 1995, accident de la clue du Raton dans les Alpes-Maritimes. Bilan humain, 3 décès, 23 personnes sauvées. Moyens de recherche et de sauvetage, 4 hélicoptères et 100 sauveteurs spécialisés. Coût estimatif de l'opération, plus de 100 000 francs. Enfin, rappelons que chaque année, 20 sauveteurs au moins perdent la vie en mission. Voilà en ce qui concerne donc le coût des sauvetages en montagne. On pourrait avoir grosso modo les mêmes coûts en mer. Alors, première question, on est en train d'équiper, nous avons changé de place nos intervenants. Le pilote d'hélicoptère René Romé, est-ce que vous êtes remboursé après une intervention? Non, négatif. Alors là, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Personnellement, j'ai effectué 6 000 heures de vol en secours en 23 ans de montagne. 6 000 heures de vol à 10 000 francs de l'heure de vol, ça fait 6 milliards de centimes. Alors quand vous pensez que les gens qu'on va secourir, que j'ai secourus en 23 ans, il y a 95% de personnes qui sont assurées pour jusqu'à 50 et 100 000 francs de frais de recherche et de secours en hélicoptère. Donc on fait des secours, on n'est pas remboursé. Et c'est les compagnies d'assurance qui se mettent le fric dans la poche. Moi, j'ai pour ma part effectué donc 6 000 heures, 6 milliards de centimes. La sécurité civile aurait pu s'acheter 12 hélicoptères à 5 millions de francs. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait en fait que les randonneurs
souscrivent à une assurance, mais que cette assurance, l'argent de cette assurance, après, revienne. Mais vous avez les alpinistes, ce sont des gens quand même assez sérieux, même s'ils sont imprudents parfois, ils sont quand même sérieux. Vous avez 95% des victimes qu'on va récupérer qui sont assurées. Donc il suffit de sortir un texte de loi qui permettrait à la sécurité civile, donc ministère de l'Intérieur, à la gendarmerie, ministère de la Défense, de pouvoir récupérer cet argent aux compagnies d'assurance. C'est simple. Hein. Vous seriez d'accord? Il nous faudrait un micro-main, s'il vous plaît. On va vous en donner un dans quelques instants. Parce qu'en plus, alors, le temps qu'on donne un micro à monsieur, il y a ce problème, par exemple, d'assurance carte bleue. C'est-à-dire, quand on possède une carte bleue, on a une assurance qui permet d'avoir un sauvetage, mais qui ne permet pas de rembourser. C'est ça? Expliquez-nous un petit peu. Non. Là, je crois que c'est pas cette histoire de carte bleue. Vous avez actuellement, l'hiver, c'est la carte neige, où je ne voudrais pas faire de publicité pour les compagnies d'assurance. L'été, vous avez, les gens sont assurés au CAF, AGF, enfin des tas de compagnies, qui les assurent et qui découvrent de 50 à 100 000 francs les frais de recherche et de secours en hélico. Donc, il faut bien me suivre. Vous avez donc 95% de gens sérieux, des alpinistes sérieux qui sont assurés. Et parmi ces victimes-là, vous avez 50% aussi d'étrangers qui viennent en France et qui sont assurés. Alors vous faites 2 heures de vol pour les récupérer, je prends un Suisse, j'en veux pas aux Suisses, hein, s'il y en a dans la salle ou qui écoutent, vous faites 2 heures de vol à 10 000 francs de l'heure de vol pour aller récupérer un Suisse qui s'est perdu en montagne, vous le descendez, vous dites à ce monsieur, écoutez, vous êtes assuré? Il dit oui. Lui, il donne sa police d'assurance. Il dit voilà, je suis assuré jusqu'à 100 000 francs de frais de recherche et de secours en hélico. Mais la sécurité civile ou la gendarmerie n'a pas le droit de facturer. Alors qu'on n'a pas la réciprocité en Suisse. On paye en Suisse. Si vous allez en Suisse et qu'il vous arrive un pépin, on va vous dire, monsieur Courbet, ça fait 20 000. Maintenant que vous me dites ça, je n'irai pas en Suisse. Hein. Non, pardon, non, vous comprenez? Non, il n'y a pas de raison que la France soit un pays de cocagne et que ce soit le contribuable qui paie l'hélico, alors que les gens sont assurés. Actuellement, ce sont les compagnies d'assurance qui se mettent de l'argent dans la poche. Monsieur Romé, on donne la parole donc à notre gendarme. Oui, la gendarmerie ne raisonne pas tout à fait de la même façon, puisque en fait on ne raisonne pas en termes de coûts, on raisonne en termes de mission. Vous savez que la gendarmerie est investie sur le territoire national d'une mission de sécurité civile, et en particulier sur le domaine montagnard d'une mission de service public. Donc 250 gendarmes sont spécialisés pour effectuer les secours en montagne sur l'ensemble du territoire national. Ils ont reçu une formation très poussée, une expérience particulière en ce domaine, ils ont des moyens adaptés, mais surtout nous n'intervenons pas simplement en tant que sauveteur, et c'est ce qui est important de savoir, c'est que c'est une mission globale à la fois de secours, mais aussi des enquêtes pour déterminer les responsabilités. En fait, le gendarme, si on peut dire, a un double képi, à la fois secouriste et aussi enquêteur. D'autres questions, bien sûr, arriveront d'ici quelques instants sur le 49 99 20 20 ainsi que sur le 36 15 côte TF1. Toutes vos questions sur les sauvetages. On va se détendre un petit peu avant de reprendre ce débat et nos autres débats. On reste dans la montagne où Pascal Selem a été testé le constat anti-collision sur une piste de ski. Démonstration. Le mec là. Non, la vache, stop! Désolé, hein. Qu'est-ce que vous foutez en plein milieu? Pourquoi vous avez eu peur? Hein? Pourquoi vous avez eu peur? Ouais, je sais pas, c'est votre combinaison qui m'a fait peur. La combinaison? Parce que ouais. vous étiez passé là. Hein? Vous étiez passé? Non. Mais si vous restez droit, on passe tous les deux. Ah, mais moi j'arrivais de la droite. Quelle droite? De la droite? Oh, si vous arrivez comme une balle et vous me foncez dessus. Comme une balle? Oh mon pauvre monsieur. Vous dites ça, moi qui sais pas skier, qui est doucement comme ah bah alors quand on sait pas skier, on ne tamponne pas les gens. C'est moi qui vous ai tamponné? Vous me mettez rentré en plein dedans? Je vous ai rentré dedans, c'est vous qui vous couchez dessus. Monsieur, non mais vous êtes vraiment de mauvaise foi. Moi je suis une mauvaise foi. Ah et puis en plus vous me donnez un coup de ski dans les... On m'a attrapé le constat dans la poche. Qu'est-ce que vous me dites? Hein? Qu'est-ce que vous me dites? Bah on fait un constat. T'es assuré? Ouais. Hein? Ouais. T'appelles comment? Jean-Alexandre. Ça c'est ton prénom? Quoi, ce truc, là? Bah c'est un constat d'accident. Bon, automobile, je l'ai rayé puisqu'on est à ski. Ouais, vous prenez pas pour une con là? C'est vrai ça? Bah oui, quand il y a un accident, il y a un accident. Bah alors on fait le constat alors. Tenez.
Je ne discute même. Tenez le constat, regardez. Non, il n'y a pas de constat. On va faire cuire à neuf. On fait le constat, après je serai plus tranquille. C'est des noises que vous me racontez. Quoi, c'est des noises? Je sais pas, moi. Mais vous venez d'où, vous? Du Vaucluse. Ah, du Vaucluse, c'est pour ça. Ça y est, expliquez-moi aussi. Mais non, mais vous connaissez pas le code des pistes. Allez, maniez-vous, parce que j'ai pas la journée non plus. Hein. Tu veux qu'on fasse un constat? C'est normal, ça? On ne règle pas le constat. On appelle d'abord le secouriste vient vous voir. Après, on prend un constat en compte. Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas vous casser en courant? Non, mais attendez, on est correct quand même. Mon nom, mon prénom. Hein? Je vais pas me casser un courant, je vous avais mon nom, mon prénom. On va pas se sauver. Non, mais... Bon, écoutez, on va pas faire de constat. Filez-moi 200 balles et on n'en parle plus. Et aussi, vous voulez pas que je vous fasse une pipe? Non, il est fou. C'est ce qui s'appelle un comique de répétition. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque caméra cachée, maintenant, il réclame 200 balles. Quoi. On va finir par vous les donner. Et puis... Alors, ceci étant dit, ça pose de vraies questions. Est-ce qu'il y a une priorité à droite, à gauche sur des pistes? Oui. C'est bon, ouais. En aval, en amont, enfin, c'est tout un bordel. En aval, c'est droite ou gauche? Je sais pas. Et en amont, donc, c'est le contraire de ce que vous savez pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Maître Didier Bergès, un petit mot là-dessus? Non, ça vaut la même chose. Faites attention, hein, c'est celui qui arrive à droite, donc visiblement qui a la priorité. Non, il y a une histoire d'amont et d'aval. Bon, personne n'est capable de dire ici ce qu'est l'amont et l'aval. Bah, le monsieur là-bas. Mais on sait, quand même, l'amont c'est la montagne, l'aval c'est la vallée. C'est ça. C'est aussi bien. Ça, tout le monde le sait. Petit boss. Donc priorité à... Ah non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Bien, donc tout le monde met sur le buzzer. Nous démarrons le jeu. Première question, vous réfléchissez en même temps que nous. Qu'est-ce que l'amont? 10 secondes de réflexion. Marcel Amont. Voilà. Et Marcel Laval également. Ce qui est son frère. Nous allons maintenant parler... J'aimerais remercier quand même la station de la Clusaz qui m'a accueilli et Europe 2 Annecy. Voilà. Très bien. Quand même, hein. Merci. Sans aucun doute, c'est une émission qui parle de plein de sujets. Je crois que c'est ce qui fait son charme et son intérêt. Nous parlons des sauvetages, nous y reviendrons, je vous le promets, avec des questions au standard. Nous allons attaquer dans quelques instants notre deuxième dossier sur les impôts. Nous allons vous montrer combien vous payez d'impôts en une journée. Et c'est beaucoup plus que vous ne le pensez. Et puis il y aura les phobies. Et puis il y a Maître Didier Bergès à qui vous écrivez sur le 3615 code TF1 pour lui proposer des thèmes et des questions. Et alors là, sur les huissiers, on a l'impression que les huissiers, c'est un petit peu les Michael Jackson de l'an 2000. Tout le monde veut en savoir plus sur les huissiers. Tout le monde va leur tordre le cou, mais c'est pas sympa ça. C'est pas de leur faute. Ils sont mal placés. Mais ils sont mal placés. C'est les premiers qui viennent vous apporter un acte de justice pour vous dire qu'on vous fait un procès. Donc c'est le mauvais messager, l'huissier. Donc on a envie de lui tordre le cou. Et puis si vous avez perdu votre procès, c'est celui qui revient pour vous signifier le jugement, pour vous annoncer que vous avez perdu. Et il vous dit, je vais bientôt revenir pour exécuter. Bah, bien sûr, mais le pauvre homme, il n'y est pour rien. C'est que votre procès était mauvais quand même. D'accord. Alors il a plusieurs rôles, cet huissier. Il a un rôle donc de signification d'acte. C'est le rôle du facteur, mais un facteur qui doit être un peu zélé et intelligent, qui doit vous chercher. Non pas pour vous persécuter, mais pour vous informer réellement que l'on vous fait un procès, pour permettre à ce que le procès soit contradictoire. Puis ensuite, il a un rôle d'exécution. Alors ça, c'est très désagréable si c'est vous qu'on exécute. Mais si c'est vous le créancier, vous êtes ravi que l'huissier vous annonce, ça y est, j'ai récupéré le pognon. D'accord? Et puis il a un autre rôle qui est... Pascal Selem est bouleversé. J'ai rien compris. Mais non, mais ça fait rien, on vous l'expliquera tout à l'heure. Ça, c'est pas ça qui est grave. Ça, c'est plutôt logique. C'est que vous soyez bouleversé. Bon. Ah oui. Allez, on continue. Et puis il a un autre rôle, c'est un petit peu le regard de la justice, c'est-à-dire que le juge, il est dans son palais, il n'a pas le temps de sortir. Alors, il envoie un huissier voir ce qui se passe et l'huissier fait un constat. Attention. Ça, c'est le constat judiciaire. Pas confondre avec le constat que vous demandez. Ça a une petite valeur probante, mais à la limite, autant faire un reportage photographique. Allez, vous répondez par oui ou non sur les huissiers, Maître Didier Bergès. Je sentais que vous me trouviez un peu long, là. Non, pas long, mais pas très pratique. Et moi, j'aime qu'on soit pratique dans cette émission. Qu'il y ait des réponses précises à des questions précises. Voilà ce que vous pouvez attendre ou non d'un huissier. L'huissier peut saisir les jouets des enfants. Non, c'est barbare, ça. Pénétrer de force chez moi pour faire un constat. Oui, mais il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il ait une autorisation du juge, qu'il soit accompagné du commissaire de police et d'un serrurier. Saisir, alors, c'est oui, mais sur ma fiche, mon python royal, mais ça peut être un caniche, un canari, une perruque. On ne saisit pas non plus les animaux de compagnie. Expulser des squatteurs à n'importe quel moment de l'année. Tout à fait. Obtenir des informations sur mon compte de la sécurité sociale. Oui, quand il y en a du mal à retrouver un débiteur, on peut demander au procureur de la République, c'est l'huissier qui fait cette demande, de fouiner dans tous les fichiers informatisés où on pourrait être retrouvé. Je note parce que je le replace dans des soirées après. D'accord. Pour emballer les filles, je fais un carton avec les huissiers. Surtout avec le python. Ça, le droit. La culture juridique a toujours beaucoup servi dans ce domaine. Obtenir des informations sur... Non, je l'ai posé. Téléphoner à mon patron pour l'inviter à faire pression sur moi. C'est absolument illicite, ça. Saisir ma voiture.
Bah oui, pourquoi pas. C'est efficace, généralement. Et agir dans n'importe quel département? Ah non, l'huissier a un ressort territorial bien délimité. Là, le canton, le département, mais pas au-delà. Donc il ne peut pas gagner beaucoup d'argent avec les frais kilométriques? Non, mais il y a d'autres moyens d'en gagner. Ah bon, d'accord. Maître Didier Bergès, donc vous pouvez applaudir 3615 le TF1 pour lui poser toutes vos questions. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant parler des impôts avec une histoire incroyable, celle de ce monsieur, Bernard Chandelier. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Bernard Chandelier, vous venez du sud de la France, hein? De Nice, oui. De Nice, très exactement. Alors, vous allez nous raconter votre histoire, Bernard Chandelier. Si je ne m'abuse, en 1989, vous êtes président d'une association, loi de 1901, pour le développement de la voyance et de l'astrologie. Tout à fait, oui. Alors, vous étiez salarié à combien? J'étais pas salarié, bénévole. Bénévole? Tout à fait. Ah, c'est encore mieux. Alors, un jour, les contrôleurs du fisc débarquent chez vous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont restés 2 jours. En 2 jours, ils ont contrôlé les factures, ils ont contrôlé la billetterie, puisqu'on faisait des manifestations. Et puis, ils sont repartis. Et j'ai reçu le contrôle, 43 millions de francs. Donc 43 millions de francs d'imposition suite à ce contrôle fiscal. Alors, ce qui fait 4 milliards 300 millions de centimes pour les anciens francs. Hein. Mais elle génère combien de chiffre d'affaires, votre association de loi de 1901? Elle était déficitaire de 200 000 francs. Donc elle perdait de l'argent? Elle perdait de l'argent. Bon, d'après vous, donc, il y a eu erreur, évidemment. Bah oui, quand même. Bon, vous leur avez dit? Je leur ai dit, oui. Et ils vous ont écouté? Pas du tout, non, non. Il a fallu que ça passe d'abord par la presse. Et au bout d'un certain temps, j'ai reçu un dégrèvement de 40 millions. De 40 millions? 40 millions de nouveaux francs. Donc sur les 43, vous n'avez plus que 3 millions de francs à payer? Je n'ai plus que 3 millions. Ah bah c'est déjà pas mal. Enfin, ils ont été par petites tranches, hein, quand même. Et alors les 3 millions qui restent? Eh bien, je suis au tribunal administratif, j'attends que la lumière soit faite sur cette histoire, parce que même 3 millions, pour moi, c'est énorme. Mais est-ce que... Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que bon, on peut se tromper, les impôts peuvent se tromper, vous pouvez vous tromper, tout le monde peut se tromper. Tout à fait, ouais. Tout le monde se trompera. Seulement, une chanson de Patrick ils ne Bruel. veulent pas l'admettre. Mais voilà, c'est ça. Ils ont refusé de l'admettre. Ils ne veulent pas l'admettre. D'accord. Ben, c'est un des problèmes que nous évoquerons dans quelques instants, si vous le voulez bien, Monsieur Chandelier. Dans quelques instants sur ce plateau, une ancienne personne qui a travaillé, pas une ancienne personne, c'est une personne qui a anciennement travaillé dans le service des impôts. Ma langue a fourché, j'en suis désolé. Voici maintenant le reportage. Imaginez, vous levez un matin et vous couchez le soir. Durant ces 2 moments, vous avez dépensé beaucoup de choses. Savez-vous, en dehors de l'impôt direct sur le revenu, ce que vous avez payé? Christophe Yetri s'est posé la question à votre place. Regardez. Denis Perrin, menuisier, marié sans enfant, gagne 9 000 francs net par mois, soit un salaire de 300 francs par jour. Ce matin-là, en se levant, il se demande comment et surtout combien il donne d'argent à l'État tous les jours. Pour le savoir, reprenons. C'est précisément au moment d'allumer la lumière qu'il commence à payer. Sur l'électricité, c'est la TVA qui s'applique au taux de 20,6% du montant de la facture. Et dans le cas de Denis Perrin, sur une consommation moyenne de 19 francs par jour, c'est 5 francs de taxes que prélève l'État. Même chose pour le téléphone, facture donc TVA. Cela veut dire 4 francs de taxes pour l'État. Denis Perrin est locataire. Pour ce joli pavillon, c'est 5 francs de taxes par jour. Ah, la voiture, une vraie mine d'or pour l'État. Ça commence doucement par la vignette, mais le vrai filon, il est là. À la pompe à essence. Là, c'est 80% de taxes prélevées par l'État. Ce qui place la taxe sur les produits pétroliers en 3e position des recettes fiscales. Denis Perrin est un passionné de photographie, une activité comme beaucoup d'autres, assujettie à la TVA et donc taxée au taux de 20,6%. Oui, c'est 20,6. L'alimentation, c'est plus compliqué. Le chocolat en poudre du petit déjeuner de Denis est taxé à 5,5%. À l'inverse, son chocolat préféré en tablette est taxé à 20,6%. Les petites habitudes n'échappent pas à la règle non plus. Pour les journaux, par exemple, c'est 2%. Mais pour les cigarettes, c'est 60%. Quant au petit noir, c'est 20,6% de TVA en salle, et c'est bon à savoir, seulement 5,5% quand on est accoudé au comptoir. S'habiller, c'est indispensable, qu'importe, c'est taxé à 20,6%, sauf pour les vêtements à usage professionnel.
La télévision, c'est 700 francs par an quand elle est en couleur, avec ou sans télécommande. Impôt sur le revenu. Voilà ce que c'est quand on gagne 300 francs net par jour. Total, dans une journée moyenne de consommation avec un salaire net de 300 francs par jour, Denis Perrin paye 120 francs 35 qui vont dans les caisses de l'État. Cela représente 40% de son salaire net. Allez, courage Denis, ça ira sûrement mieux demain. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré vous proposer un reportage sur les vacances de Claudia Schiffer. Mais il faut bien parler d'impôts à un moment ou à un autre. Donc récapitulons la situation. Bernard Chandelier, vous l'avez entendu juste avant ce reportage, subit un contrôle fiscal. On lui dit vous devez 43 millions de francs. Et en fait, déjà dès le départ, les impôts reconnaissent une faute, une erreur de 40 millions de francs. Heureusement que vous avez été protesté, hein, que si vous aviez été payé... oui. L'État gère, il faut le savoir, 28 500 000 déclarations sur le revenu. C'est énorme. Et il y a, il faut le reconnaître très sincèrement, un nombre d'erreurs minimes par rapport au nombre de cas traités. Ceci étant dit, ce soir, nous voulons simplement dire que lorsqu'il y a erreur, ça peut être dramatique, et vous l'avez vu avec Monsieur Chandelier. J'aimerais vous présenter Monique Sacazès, vous êtes percepteur à la retraite. Expliquez-moi déjà pour commencer la différence entre percepteur des impôts et inspecteur des impôts. Alors, il y a inspecteur des impôts et inspecteur du Trésor. Il y a deux directions au ministère. Il y en a une donc pour les impôts et il y en a une pour le Trésor. Les impôts, c'est tous les services qui émettent les avertissements. Alors, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc. Et nous encaissons les percepteurs. Et là, il y a toujours, les médias font toujours l'erreur en nous disant allez voir votre percepteur. Eh bien, le percepteur, vous allez le voir que pour payer. Si j'ai bien compris, la feuille d'impôt, c'est l'inspecteur. Voilà. S'il y a erreur, c'est l'inspecteur. Exactement. Quand il faut payer, c'est vous, c'est le percepteur. Voilà. Vous intervenez au meilleur moment. Quand ça paye bien, oui. Alors, prenons des cas concrets pour bien comprendre que votre métier n'est pas aussi facile et rose qu'on pourrait le croire. Suite, admettons, à un contrôle fiscal, je dois 10 000 francs. Donc, c'est à vous que je dois donner ces 10 000 francs. J'ai eu un contrôle fiscal, on est bien d'accord. Je ne vous en donne que 6 000. Est-ce qu'il est vrai que les 4 000 qui restent à payer, c'est vous qui devez les sortir de votre poche? Si vous ne les payez pas et que je laisse prescrire la cote, oui. C'est incroyable, ça. Ah, vous êtes responsable? On a une responsabilité pécuniaire. Mais alors, comment faites-vous? Eh ben, on poursuit. Et donc vous êtes obligé de vous acharner sur les gens? On ne s'acharne pas, il y a quand même le dialogue. Hein. Mais vous avez une assurance? Oui, on a une assurance personnelle. Donc vous cotisez combien à peu près? Oh, ça dépend du montant. C'est pris sur votre salaire? Non, on a une association à laquelle on cotise. Alors prenons un deuxième cas. Est-ce que, suite à des erreurs comme celle que l'on vient de voir avec Bernard Chandelier, est-ce qu'un commerçant, vous avez déjà vu ça, peut faire faillite suite à une erreur? Oui, nous avons ça à l'ADUA, puisque je représente l'ADUA ce soir. C'est l'association des usagers de l'administration. Effectivement, j'ai eu un coup de fil d'une personne qui semble avoir carrément perdu son commerce à la suite d'un contrôle qui aurait même été quelque chose d'une vengeance personnelle. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des détournements de chèques? Est-ce que si j'envoie mon chèque aux impôts, il y a des gens qui peuvent se mettre cet argent dans leur poche qui n'est pas forcément les caisses de l'État? Il peut arriver qu'il y ait là où il y a de l'argent, vous savez, il y en a qui se servent. Hein. Enfin, nos services sont rigoureusement contrôlés et en principe, ça arrive peu. Et si ça arrive, c'est très vite maîtrisé. Est-ce que vous confirmez que c'est à l'usager de faire la preuve de sa bonne foi que le fisc ne reconnaît, les impôts ne reconnaissent jamais leur tort dans ces cas-là? Il faut faire la distinction entre le percepteur et l'inspecteur, là. Parce que dans le cas de monsieur, par exemple, bon, je vais parler de la direction des impôts, puisqu'il n'y a personne, mais je veux dire, je ne connais pas très bien. Mais côté perception, en principe, quand vous venez, on doit vous faire payer. Vous devez payer, puis si vous réclamez, on vous fera un dégradement après. Donc, nous, on prend les 43 millions en charge. Nous sommes responsables de cette somme-là. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'une erreur, vous êtes responsable des 43 millions et s'il ne les paie pas, du coup l'erreur se reporte sur vous. C'est vous qui devez payer les 43 millions. Non, mais il faut qu'il les paye parce que s'il ne peut pas... Aujourd'hui, il ne peut pas payer 43 millions. Même 3 millions. On prouvera son indigence à ce moment-là et il y aura une possibilité. Il a tout de même saisi les tribunaux. Oui, bien sûr. Il y a toujours... Bon. Jean Montaldo, j'allais justement vous présenter, écrivain bien sûr, tout le monde vous connaît, vous avez écrit quelques ouvrages assez corrosifs, notamment sur François Mitterrand. Le dernier en date s'appelle Rendez l'argent, votre dernier livre. Est-ce que, Jean Montaldo,
on peut dire que dans certains cas, l'homme politique utilise le contrôle fiscal comme une arme. Comme une arme de règlement de compte politique, sans aucun doute, j'en ai même la preuve. Je vais vous donner, vous savez, il y a deux périodes, il y a avant 81 et après 81. Après 81, ça s'est considérablement aggravé, mais ça existait déjà avant. Vous avez un cas équivalent à celui de M. Chandelier, c'est celui du professeur Robert Judet, qui était un très grand orthopédiste de renommée mondiale, le premier en France, un homme d'une grande intégrité qui fut un résistant, décoré de la Légion d'honneur à titre militaire, ce qui est très rare, croix de guerre, médaille de la résistance, et qui, en 1974, subit un contrôle fiscal. Tout le monde sait à l'époque, dans le microcosme, comme dirait Raymond Barre, qu'il s'agit d'un ordre venu du sommet. En 1976, au terme de ce contrôle, le professeur Judet est envoyé devant le tribunal correctionnel. C'est-à-dire, c'est une mesure infamante en ce qui le concerne. Et le tribunal correctionnel va le condamner. Mais le professeur Judet va le condamner gravement, 12 mois de prison avec sursis. Ce qui fait qu'on va le dégrader. Il va perdre sa Légion d'honneur. Cette Légion d'honneur qu'il a gagnée comme résistant, dans un acte patriotique. Et le professeur Judet va mourir en 1980. Et en 1983-84, ses enfants, qui ont continué la procédure que lui-même avait engagée pour obtenir gain de cause face à l'administration fiscale, ces enfants obtiennent un jugement du tribunal administratif qui va déclarer, tenez-vous bien, qui va déclarer que c'est à tort que le professeur Judet a été renvoyé devant le tribunal correctionnel car il n'avait commis aucune fraude, que donc le contrôle fiscal qu'il avait subi et les conséquences du contrôle fiscal, c'est-à-dire le redressement, doivent être annulées. Bref, si vous voulez, il a fallu que 3 ans après la mort de cet homme, une fois que le mal était fait, et l'homme était mort, stressé. Jean Montaldo, merci de cette précision. Et je connais tellement, pardon, vous avez posé une question. Alors, après 80... Rapidement, Jean Montaldo, après 80, aux questions téléspectateurs. Le service du contrôle fiscal est utilisé comme une arme de règlement de compte politique. Et en ce qui me concerne, par exemple, il y a quelques jours, le 17 janvier, on a attendu 8 jours après le décès de l'ancien chef de l'État pour m'envoyer, à moi, qui ai lutté pendant ces 14 années contre la corruption et les vols, qui les ai révélés dans de nombreux ouvrages, n'est-ce pas? On m'envoie un avis de vérification approfondie de ma situation fiscale personnelle. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les voleurs et les corrompus dont j'ai révélé les méfaits qui sont aujourd'hui contrôlés, mais celui qui a révélé la corruption et le vol. Merci Jean Montaldo. Christophe, question téléspectateur sur les impôts. Oui, j'ai beaucoup de questions simples, Julien, sur les impôts, comme celle-ci par exemple. C'est un monsieur Kessler de Reims qui me demande quelle est la marge d'erreur tolérée par l'administration fiscale lors d'une déclaration de revenus. 10%. 10% à peu près. Oui, à peu près, je ne peux pas vous confirmer. C'est environ 10%. Deuxième question. Alors une autre question un peu plus intéressée, celle-là. Au bout de combien de temps l'administration ne peut plus exercer de poursuite envers un contribuable? 3 ans. 3 ans. Bah dis donc, Jean Montaldo, vous connaissez ça sur le bout des doigts. J'ai publié plusieurs livres sur l'administration fiscale. Je ne suis pas qu'écrivain, je suis également éditeur. Je suis l'éditeur du fameux livre Le Racket fiscal. Donc délai de prescription, 3 ans. Non, le délai de prescription est de 4 ans. Mais si oui, c'est 4 ans. Et si l'administration a fait des actes interruptifs de la prescription, ça peut être beaucoup plus longtemps. Ça peut être plus long, c'est vrai. Ça peut durer. Le tous. Oui. Ah, d'accord. On n'y tient pas, nous. Hein. Nos percepteurs, on fait ce qu'il faut. Non, mais enfin, lors d'un contrôle, ils ont aussi une durée limitée pour le contrôle. Hein, c'est 1 an. Hein, sauf cas exceptionnel, si vous n'avez pas remis les pièces qu'on vous demandait, etc. Mais ils vous demandent très souvent des pièces alors qu'ils n'ont pas le droit de vous les demander. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop technique. Christophe, revenons terre à terre. Question téléspectateur. Mais le fisc, Julien, peut-il poursuivre un chômeur? Oh, bien sûr. Il peut. Alors le fisc, c'est nous encore, hein, c'est la perception, ne confondons pas. Oui, on peut poursuivre un chômeur, mais en principe, on lui fait demander
à la direction des impôts, soit une remise gracieuse si vraiment il est dans des difficultés, ou alors on lui donne des délais parce qu'il peut ne pas rester... On donne vraiment des délais, oui. Ah oui, ah oui. Monique Sacazès, vous avez dû, par moment, vous trouver face à des cas critiques, des gens au bout du rouleau. En général, c'est la pyramide, un divorce ou un décès, et puis on se retrouve comme ça sans argent, et c'est là que le fisc arrive. Vous avez fait du social, est-ce que votre direction vous suivait? Non, on n'est pas fait normalement pour faire du social. On est fait pour recouvrer et pour assurer le budget de l'État. Donc si vous voulez, on en fait, mais bon, on est suivi au pourcentage de recouvrement quand même. Hein. Sinon, on ne peut plus rien faire en dépenses si les recettes ne rentrent pas, il faut dire ça aussi. Il y a l'envers, c'est-à-dire les autres agents des impôts, c'est-à-dire les inspecteurs, n'est-ce pas? Par exemple, les inspecteurs vérificateurs, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le climat qui règne dans cette maison, la présomption d'innocence, qui est propre au droit français, à tout droit démocratique, n'existe pas. C'est une présomption de culpabilité. Lorsqu'on vient vous contrôler, on va contrôler une entreprise, on va vous contrôler vous personnellement, eh bien, l'inspecteur vérificateur, c'est une culture maison, l'inspecteur vérificateur qui vient vous voir, il considère, si vous voulez, que d'abord, il a un devoir, il a un tableau de chasse à remplir, hein. Il a un devoir de rendement. On va lui demander, est-ce que vous avez des objectifs à remplir? C'est pas exactement des objectifs. On a des tableaux qui nous donnent les résultats de tous les postes, par exemple, d'un département. Oui. Donc on a des repères, je dirais. Il ne faut pas toujours être le dernier de la liste. Hein. Il vient vous voir pour vous redresser. Oui. Voilà, c'est ça qui est terrible. C'est qu'il vient vous voir pour vous redresser. Et pas pour établir que vous êtes un honnête citoyen. C'est extraordinaire. Vous êtes fautif au départ. Vous êtes vous coupable. Prouvez que vous êtes innocent. Comment? Mais d'ailleurs, dans les courriers qu'ils vous envoient, c'est des courriers, je veux dire, c'est l'hiver démocratique, c'est épouvantable. Jean Montaldo, on revient terre à terre. Question téléspectateur sur les impôts. Oui, j'ai un témoignage insolite, Julien Dalin qui habite Paris. J'ai eu un accident avec un contrôleur, un accident de voiture avec un contrôleur du fisc. Quelques semaines plus tard, cette personne m'a contrôlé. Est-ce que je peux le récuser? On ne peut pas récuser ici. Il a le droit. Il a le droit. Il peut saisir la justice pour abus de droit. Si la personne est en règle, elle n'a pas à avoir peur du contrôleur du fisc, c'est mon sentiment. Je crois que ça c'est un point important aussi à signaler. Si tout le monde paie ses impôts normalement, il n'a pas à avoir peur du contrôle fiscal. Ça, non, on n'a pas à avoir peur du contrôle fiscal, mais le point soulevé là est très important. C'est-à-dire que c'est l'utilisation, si vous voulez, du pouvoir que l'administration fiscale a pour empêcher, par exemple, les importuns de parler. Je voyais là tout à l'heure un document que détient Bernard Chandelier qui est extraordinaire, mais c'est fabuleux. Monsieur Chandelier saisit le ministre du budget qui était à l'époque Michel Charasse et de son affaire, qui est une affaire mirobolante, je veux dire, demander 43 millions de francs. Allez-y, lisez-nous la lettre, on la Et alors Michel Charasse lui répond, pas lire toute la lettre, lui personnellement, c'est l'original, hein, c'est sa signature. Allez-y, lisez-la. Et il souligne lui-même, hein, le fait de saisir la presse ne saurait influencer la conclusion qui peut être apportée à votre dossier, virgule, et il écrit de sa main, au contraire, point d'exclamation. C'est extraordinaire, c'est une mesure d'intimidation. C'est-à-dire qu'on dit aux contribuables qu'on a injustement redressé, surtout, ne prévenez pas la presse. Je comprends. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Oui, non, mais c'est fabuleux. Non, Jean Montaldo, il faut qu'on passe à autre chose maintenant. Suis-moi. Jean Montaldo est en plein redressement fiscal actuellement, il faut comprendre son énervement. Mais il faut qu'on... Mais je suis pas énervé. Non, mais j'ai bien compris, Jean Montaldo. Vous êtes tout à fait calme et détendu. Non. Bien. Question téléspectateurs, je voudrais vous signaler côté pratique de l'émission, si vous souhaitez calculer vos impôts ou obtenir quelques conseils pour remplir votre déclaration, 3615 code TF1. Christophe, on y va, on revient après sur un point standard sur les sauvetages. Oui, une question qui revient souvent, Julien. Est-ce qu'il est vrai que le ministre des Finances ne peut pas être contrôlé? Est-ce que c'est vrai que le ministre des... Attends, ils sont en train de faire leur petite lecture, là, tous les deux. Vous voulez qu'on vous emmène un peu de thé, des gâteaux? Non, parce qu'il y a d'autres pères. Non, on laisse tomber la lettre. On laisse tomber la lettre. Est-ce que le ministre des Finances ne paie jamais d'impôts? Ne peut pas subir de contrôle fiscal? Ne peut pas être contrôlé, Julien. Non, ça c'est extraordinaire. J'ai découvert une espèce de privilège. Ne posez plus de questions, Christophe. J'ai découvert que ce privilège que s'accordent tous les ministres des Finances, à partir du moment où ils ont eu l'autorité suprême sur l'administration fiscale, n'est-ce pas, qui est une grande administration de l'État, eh bien eux ils ne sont pas contrôlés. Bon, Jean Montaldo, on a répondu. Mais attendez, et en même temps...
Attendez, non, je complète quand même, il faut être honnête. Mais en même temps, il est aussi précisé dans une directive secrète confidentielle de la Direction Générale des Impôts que, en pratique, les vérifications ne peuvent concerner que, par exemple, pour les associations 1901, qui sont les zones de passage pour l'argent sale, les contrôles peuvent être exercés hors partis politiques et syndicats. C'est-à-dire que les partis politiques et les hommes politiques ne sont pas contrôlés. Merci Jean Montaldo, que l'on peut applaudir très fort pour cette performance. Dans Sans aucun doute, nous avons parlé des impôts. Dans Sans aucun doute, nous parlons des sauvetages en haute montagne et en mer, tout à l'heure des phobies. Sur les sauvetages en haute montagne, qui était notre premier sujet, vous continuez de poser des questions au 49 99 20 20. Christophe, quelques questions. Oui, sur les sauvetages, dont Julien, un conseil, enfin une question qui revient souvent. Que faut-il faire lorsque l'on est pris dans une avalanche? Que faut-il faire lorsqu'on est pris dans une avalanche? On va demander à notre ami gendarme. Mais écoutez, ce qu'il faut faire quand on est pris dans une avalanche, malheureusement, c'est qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas être attiré vers le fond de l'avalanche. Pour cela, si on a des skis, théoriquement, il faudrait essayer d'enlever les skis. Mais c'est très difficile. Et surtout, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire des mouvements amples, de façon à se ménager, si c'est possible, une poche d'air pour pouvoir respirer au moment où l'avalanche va s'arrêter. Vous avez entre les mains un objet, tout le monde se l'arrache actuellement en montagne. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'objet que j'ai ici, c'est un ARVA, c'est-à-dire un appareil de recherche de victimes d'avalanche. C'est tout simplement un émetteur-récepteur qui permet à celui qui en est équipé, bon, en réception ça fonctionne pendant au moins 15 jours, et ça permet à celui qui en est équipé, s'il est victime d'une avalanche, d'être retrouvé rapidement par son collègue en position donc réception, ou par les sauveteurs qui en sont tous équipés. Tous les spécialistes de la montagne, les professionnels dont on parlait tout à l'heure, tous les guides, ont obligation de porter cet appareil. Merci de cette réponse. Nouvelle question sur les avalanches, sur les sauvetages en montagne, Christophe? Non, là ça va être un sauvetage avant. Une question sur la mer, Julien. Une question de M. Stéphano d'Antibes qui demande ceci. En cas de difficulté à bord d'un bateau, est-il exact qu'il est préférable d'attendre le dernier moment avant de l'abandonner? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, je crois qu'on va demander à Madame Longo, qui n'a pas voulu d'ailleurs rentrer, si je ne m'abuse, à la lecture de votre livre. Vous n'avez pas voulu, au départ, ça a été votre premier réflexe, monter dans le canot de survie. Tout d'abord, j'ai pensé au Fastnet 79, où beaucoup de skippers, d'équipiers avaient quitté leur bateau. On avait retrouvé les bateaux vides, mais la plupart du temps, les marins étaient morts de froid en mer. Donc ne jamais quitter le bateau qu'en dernière limite. Le problème est aussi un petit peu différent quand vous avez une enfant. C'est-à-dire que en tant qu'adulte, vous pouvez faire des choses, rester sur le bateau jusqu'au dernier moment, mais avec une enfant, c'est un petit peu différent. Une troisième question, Christophe? Oui, Julien, une réflexion plutôt d'un téléspectateur. Les chauffards sur la route sont punis par la loi. Qu'en est-il des chauffards sur les pistes de ski? Alors là, si ce n'est pas le gendarme qui répond, je ne vois pas qui peut répondre. Non, mais comme je le disais tout à l'heure, dès lors qu'il y a un dommage, comme donc des blessures graves, et que l'on peut prouver que quelqu'un a commis ce dommage, eh bien, il est poursuivi pénalement. Donc, ça veut dire qu'il est susceptible d'avoir une amende ou des peines d'emprisonnement. Et il est également poursuivi sur le plan civil, c'est-à-dire qu'on va lui demander des dommages et intérêts par rapport au préjudice qu'il a fait subir à la victime. Est-ce que ça marche, les contraventions? On a vu pas mal de reportages là-dessus, comme quoi vous verbalisiez de temps en temps au bas des pistes de ski pour les skieurs imprudents. Non, pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Ça se pratique dans d'autres pays. Il faut savoir qu'en France, c'est simplement des arrêtés municipaux qui peuvent faire l'objet éventuellement de constatations par des agents municipaux. C'est pas la vocation de la gendarmerie que de verbaliser sur les pistes. Vous continuez à nous poser, merci monsieur, vos questions au 49 99 20 20 et 36 15 côté F1. Toutes vos questions sur les impôts avec un monsieur Montaldo au maximum de sa forme qui vous répondra dans quelques instants. Vous posez également des questions sur les sauvetages, mer, montagne. Un troisième sujet arrive, les phobies. Marie Lecoq va vous faire rire avec ses vrais-faux. Bref, de quoi encore passer un bon moment dans Sans aucun doute. A tout de suite. Elle nous gâche trop souvent la vie. Les phobies sont incontrôlables. Mais que se cache-t-il derrière ces peurs irraisonnées? Arrêter la voiture, sortir de la voiture, foutre le camp n'importe où. Les vrais faux, mis en scène par Marie Lecoq. Sophie Favier nous raconte tous ses malheurs. Bienvenue en direct de l'hippodrome de Longchamp où ici la température est clémente, les tribunes sont pleines. Casaque blanche, Marie Lecoq est prête à partir, vous pouvez l'applaudir. Son entraîneur à sa droite, maître Didier Bergès, que vous avez déjà vu tout à l'heure.
Donc, le principe de sans aucun doute, s'il y a encore quelques personnes qui ne le connaissent pas, 3 thèmes et puis tout un tas de questions sur... J'ai dit une bêtise? Non. Vous me regardez bizarrement? Mais non. Bon, des questions donc sur la vie de tous les jours. Et parmi ces questions sur la vie de tous les jours, il y a les fameux vrais-faux de Marie qui ont maintenant traversé le monde. Des Coréens, des Japonais nous réclament les cassettes, des bus entiers l'attendent à la sortie du studio car elle apporte de vraies réponses avec de l'humour. Alors aujourd'hui, encore une dizaine. Bah oui, comme à l'accoutumée, on pourra gagner 5000 francs si on joue ensemble. Alors c'est pas très compliqué, il suffit de regarder la séquence qui suit. Je reviens en fin d'émission et je vous donne un numéro de téléphone, 36 15 TF1. Je vous pose une question, vous appelez si vous avez la réponse. C'est fastoche. Quand elle emploie comme ça un langage jeune, c'est que ça va dépoter dans le petit reportage que nous allons voir maintenant. Allez, les vrais faux de Marie, notez toutes ces informations qu'elle vous donne maintenant sur votre vie de tous les jours. C'est vrai. 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 C'est faux. Non, je te dis, c'est vrai. Faux. Faux. L'assurance de ma maison peut garantir le vol des bagages dans une chambre d'hôtel. Vrai ou faux? C'est vrai, de nombreux contrats multirisques habitation comportent une garantie villégiature qui couvre les effets et bagages durant les séjours de l'assuré hors de son domicile, à l'hôtel, chez des amis ou dans une maison louée pour les vacances. Les bandes antistatiques pour auto empêchent réellement d'avoir la nausée en voiture. Vrai ou faux? C'est faux. Le mal des transports est lié à une perte des rapports visuels qui trompe l'équilibre et donne la nausée. Et la fameuse bande antistatique n'a pour effet que de décharger l'auto en électricité. Bref, on cherche toujours le rapport. Son efficacité n'a jamais été prouvée. Société Glu, bonjour. Hôtesse d'accueil, donc en contact direct avec la clientèle, j'arrive un matin sans avoir prévenu mon employeur. Avec les cheveux rouges, il peut me licencier sur le champ. C'est quoi cette voiture là? Vrai ou faux? C'est faux. Ce n'est pas une faute grave qui justifie le renvoi immédiat. Mais si vous n'arrivez pas à convaincre votre patron, vous pourriez très bien finir aux archives. La sorcellerie est hors la loi. Vrai ou faux? C'est vrai. Par le code 405 du code pénal, 1 à 5 ans de prison pour les charlatans et devins persuadant les dupes qu'ils ont le pouvoir de guérir certaines maladies. Allez hop, aux oubliettes la sorcière. Je dois justifier la provenance de l'argent liquide que je dépose à la banque à partir de 10 000 francs. Vrai ou faux? C'est faux. Dans la plupart des banques, c'est à partir d'une somme de 50 000 francs en liquide que l'on doit justifier de sa provenance, et ce, en vue de lutter contre le blanchiment de l'argent. Les vrais faux de Marie, qui vous permettent ce soir encore de gagner 5 000 francs. 5 000 francs, je reviens à la fin de l'émission, je vous pose une question sur les petits vrais faux que vous avez vus, 36 15 TF1 et puis un numéro de téléphone que je vous donnerai tout à l'heure. Didier, 36 15 code TF1, les questions de votre avocat préféré. Peut-on avoir affaire à la commission de surendettement sans apparaître sur un fichier de mauvais payeurs? Eh, on peut tout avoir. Si vous allez saisir la commission de surendettement, tant que la procédure est en cours, vous n'êtes pas fiché. Mais du jour où une mesure est prise, soit un plan conventionnel, soit une décision de la commission approuvée par le juge, ça paraît. En Banque de France, et n'importe quel organisme de crédit peut avoir l'information. Par Minitel, enfin les voies classiques, quoi. Non, les organismes de crédit, donc votre Minitel vous servira à rien car vous n'avez pas le code d'accès, vous. Moi, j'espère. Faudrait mieux. J'ai le vôtre, mais je ne le donnerai pas ce soir. Question huissier, donc je suppose, Christophe, qu'il doit y en avoir de temps en temps. Sur le 49 99 20 20, bien que ça ne fasse pas partie de nos 3 thèmes, vous continuez à poser des questions. Alors cette question, l'huissier doit-il présenter ses papiers lorsqu'il vient à mon domicile? Il le fait spontanément, c'est-à-dire il dit je suis l'huissier, on n'est pas obligé de le croire, donc pour éviter toute difficulté, il exhibe sa carte. Bon, il l'exhibe un peu vite, c'est-à-dire que méfiez-vous, c'est peut-être pas un huissier, alors vérifiez, peut-être vous avez le droit de regarder de près. Oui, parce qu'exhiber une carte, si on la lit pas, ça sert à rien, il peut montrer. Mais, généralement, l'huissier dit qui il est, et il en a l'air en plus. Alors, alors attendez, alors ça mérite d'être développé par contre. Ça ressemble à quoi un huissier? Quand vous avez dit une bêtise, vous l'assumez maintenant. Je l'assume pleinement parce que justement, ça ressemble pas à quelqu'un qui va vous faire forcément du mal. Un certain nombre d'huissiers, quand il vient, contrairement au facteur qui lui vous dit « Ah, c'est une lettre commandée des impôts », il prend un air consterné, il ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Mais il prend un air concerné, ça vient des impôts. Il vous dit rien, votre facteur. Alors que l'huissier, s'il fait bien son travail, il vous dit « Je vous apporte une assignation, monsieur Courbet. C'est important, il faudra aller dans le tribunal. » Arrêtez de mettre mon nom dans toutes les sauces, tous, parce que entre les impôts et les huissiers, vous commencez à me faire peur. Enfin, j'ai jamais vu encore d'huissier. L'huissier, il va vous informer, il vous apporte une mauvaise nouvelle, il vous prévient éventuellement qu'il va revenir vous saisir, enlever vos meubles, mais il vous explique. Contrairement au facteur. C'est peut-être pour ça qu'on le paye un peu plus cher. Vous voyez cette enveloppe, monsieur Berger? Est-ce qu'il sait ce qu'il y a dedans? Une saisie. On n'a jamais vu des comme ça encore. Hein? Non, jamais. Enfin, plus important, et là on devient tout à fait sérieux, bien que ce qu'on était en train de dire était sérieux, mais nous l'avons pris sur le ton de la rigolade. Vous avez entendu parler cette semaine, très certainement, d'un progrès en ce qui concerne la recherche dans la lutte contre le sida. Alors, un mélange de 3 médicaments, beaucoup de choses ont été dites. Qu'en est-il vraiment? Que peut-on attendre de ce traitement? Beaucoup de gens sont pleins d'espérance par rapport à cette nouvelle. Nous avons demandé au professeur Gentilini, qui est spécialiste bien sûr en la matière, de nous éclaircir un petit peu là-dessus. À Washington, on a annoncé officiellement ce que beaucoup de chercheurs connaissaient déjà, à savoir que en donnant plusieurs antiviraux, on avait un effet bénéfique supérieur chez les malades qui étaient atteints par le virus du sida. On donnait déjà 2 antiviraux dans beaucoup de centres. C'était mieux qu'un seul. On en donne maintenant, on en donnerait probablement 3 et ce serait mieux. Pour combien de temps, personne ne le sait encore. Et avec quels effets secondaires, personne ne le sait. Mais ce qu'on devine, c'est un effet remarquable contre le virus, d'une part, avec bien entendu comme contrepartie un coût beaucoup plus élevé qu'actuellement. Il faut que les pouvoirs publics se préparent à donner les moyens aux thérapeutes pour qu'ils puissent appliquer ces révélations de Washington à l'ensemble des patients. Espérons que c'est une bonne nouvelle, en tout cas une très très bonne nouvelle, et espérons que nous continuerons dans cette voie-là. Merci monsieur Gentilini donc de ces explications. Notre troisième thème, les phobies. Des milliers de Français souffrent de phobies, peut-être vous-même en souffrez-vous. On définit une phobie comme une peur excessive et persistante d'un ou de plusieurs objets ou situations. Alors, on verra dans quelques instants comment apparaît une phobie dans la vie d'un être humain. Je voudrais vous présenter Liliane. Liliane, bonsoir. Bonsoir. Liliane, vous souffrez en fait d'une phobie bien particulière, car il y en a plusieurs, oui. 3 à peu près, hein, c'est celles qui sont référencées. Enfin, les principales. Plus, je pense. Oui. Et vous êtes agoraphobe. Oui, oui, oui. Alors, en quoi ça consiste? Agoraphobe, c'est un peu, j'allais dire, la plus invalidante, la plus embêtante de toutes les phobies. Parce que ça se rencontre tous les jours. C'est sortir de chez soi, c'est faire ses courses, c'est avoir peur des grands espaces. Mais les grands espaces, c'est la rue simplement. C'est de ne pas pouvoir aller chercher son pain à 200 mètres, ni ses enfants à l'école. C'est quelque chose qui n'est pas compris par personne. L'agoraphobie, c'est quelque chose de vraiment très très gênant à vivre. Quand vous arrivez dans la rue, vous avez peur de la rue. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous avez peur de quoi exactement? C'est la panique, c'est une panique extrême. J'ai peur de la panique extrême, de me trouver mal et donc de là le malaise et la mort. Est-ce que vous savez comment c'est arrivé? Pas vraiment, ça fait très très longtemps, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Il y a quand même eu, on a vu qu'il y avait une coïncidence un petit peu avec des gros deuils. Dans cette année-là, j'ai fait une hydrocution et après, ça a été l'escalade. Et il y a 20 ans, eh bien, quand on parlait, qu'on disait d'un seul coup, je ne veux pas sortir, je ne peux pas aller jouer sur ma copine, bon, on disait, ça va pas. Agoraphobie, on ne connaît pas, c'était agorafolie. D'accord, donc vous avez eu l'impression durant de longues années d'être pris pour une folle. Ah oui, non, mais il y a encore des gens qui le pensent. C'est pour ça que je suis venue ce soir. D'accord. Vous est-il arrivé de rester enfermé sans sortir du tout pendant longtemps? Oui, absolument. Tout au début, quand cette agoraphobie a démarré, je suis restée 1 an à l'époque, donc chez mes parents, enfermée. En allant simplement dans le jardin, 1 an. Et on arrivait, à mon père me finissait par me dire, si tu arrives à faire le tour du pâté de maison, je t'achète ceci. Parce qu'il ne comprenait pas non plus. On a vu de tout. Des médecins, des charlatans, tout. Et apparemment, il n'y avait rien. Et là, vraiment, on a été démunis parce que d'abord, les médecins ne se déplacent pas, à part le généraliste. Et on tombe après, qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme ou pas? Alors là, 250 personnes autour de vous, des caméras, des projecteurs. Ah là, l'endroit n'est pas très grand. Bon, mais c'est vrai que j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur de la réaction des gens que je vais avoir parce que j'ai décidé là d'en parler. Et il y a des gens de ma famille qui ne sont même pas au courant. Parce que je le cache très très bien. Je vais à peu près partout.
je le vis. Je ne suis pas toute seule, je suis tout le temps accompagnée de quelqu'un, mais on ne sait pas que c'est une obligation pour moi. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont être étonnés. Êtes-vous mariée? Oui. Est-ce que vous avez une vie de couple normale? Oui, j'ai une vie de couple normale, mais sauf que mon mari, forcément, doit subir encore plus que les autres hommes, j'allais dire, les visites dans les magasins. Parce que je ne peux pas y aller seule. Alors bon, c'est quelquefois aussi ma mère qui subit les conséquences, le plus souvent possible, pour lui le débarrasser un peu. Mais effectivement. Est-ce que vous faites partie de la même famille que tous ceux qui font de la dépression nerveuse? Non, pas du tout. Enfin non, je crois pas. Non seulement, enfin je ne veux pas dire que les gens qui font de la dépression nerveuse c'est pas une maladie ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. Bon, on peut avoir des moments de découragement quand on voit que ça marche pas, que ça dure longtemps, que ça monte, ça descend, c'est pas évident. Qu'on